Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo physiologie sur le système digestif. Alors en préambule, il est important de rappeler que le système digestif est, j'allais dire la base, mais une des bases fondamentales pour vivre en pleine santé. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que à travers l'alimentation et surtout la digestion, on va apporter des éléments structurants pour notre organisme, des substrats énergétiques, des macros, des micronutriments, tout ce dont il a besoin pour fonctionner à merveille. Donc si ça fonctionne mal, c'est une menace directe pour nos apports qui nous servent à vivre en santé optimale. Et je pense qu'on n'insiste pas vraiment là-dessus parce que quand on dit fonctionner bien, un corps qui fonctionne bien, c'est pas un corps qui n'est juste pas malade. C'est vraiment un corps qui physiquement, mentalement, émotionnellement va se porter à merveille. Physiquement, on va avoir un corps fonctionnel, puissant, qui va nous permettre de réaliser tout ce qu'on veut, de nous épanouir, mais aussi mentalement et émotionnellement, on va être heureux, on va se sentir bien. Et ça, il faut vraiment insister là-dessus, c'est que l'état de fonctionnement normal d'un individu, c'est un état de bien-être général. C'est un état de pleine santé. C'est pas juste ne pas avoir de problème, c'est vraiment se sentir bien tous les jours dans son corps, se réveiller avec une bonne énergie, avoir des bonnes pensées positives, se sentir bien tout simplement. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler puisque ça fait partie quand même de la vision de la naturopathie. Donc si au quotidien vous avez des ballonnements, des flatulences, si vous vous sentez fatigué après les repas, si vos selles ressemblent à des petites crottes de bique, si vous avez souvent la diarrhée, que vous êtes constipé, effectivement, tout ça sont des signes que votre santé intestinale n'est pas au point et vous devriez sérieusement songer à y remédier. Enfin, le système digestif est en relation directe avec tous les autres systèmes, le système nerveux ou le système glandulaire par exemple, donc il est vraiment central dans la santé de l'individu. Alors comment on va faire aujourd'hui? Eh bien tout simplement, on va étudier le système digestif dans sa chronologie lorsqu'on mange un aliment, du chemin de la bouche jusqu'à ce qu'il arrive dans nos toilettes. Alors pour faire un bref rappel anatomique, voici les organes qui sont impliqués dans la digestion. Donc tout au début, on va avoir tout ce qui va être au niveau de la digestion buccale, on va avoir le passage dans l'ésophage, qui va passer dans l'estomac et qui ensuite va entamer son long chemin dans les intestins. Donc la première partie de l'intestin, ça s'appelle l'intestin grêle, qui est constitué de 3 parties où on va principalement digérer, assimiler nos nutriments. Ça veut dire que nos nutriments, tant qu'ils sont dans notre système digestif quelque part, ils sont à l'extérieur de nous. Et dans l'intestin grêle, ils vont passer à l'intérieur de nous, notamment à travers la barrière intestinale. Et donc la deuxième partie de l'intestin qui s'appelle le côlon, c'est là où on va avoir une très grande population bactérienne, microbienne, et donc c'est là où va se former le caca, la selle, qui va ensuite être expulsé à travers l'anus et donc pour se terminer dans nos toilettes. Ça c'était un bref rappel anatomique. Maintenant on va tout de suite démarrer par la première étape qui est la digestion buccale. Donc la première étape de notre système digestif va être la digestion buccale. Alors dans la bouche, on va avoir deux phénomènes qui vont se produire. Le premier est un phénomène mécanique puisqu'il s'agit de la mastication. On va mâcher l'aliment qu'on ingère et cette étape est assez importante pour moi, même si je n'ai pas lu beaucoup d'études sur le sujet, néanmoins je vous en mettrai une en description, vous pourrez aller voir. C'est l'impact de la mastication sur la quantité d'alimentation ingérée et également d'autres facteurs, d'autres paramètres. Mais en pratique, il est facile de vérifier l'effet de la mastication. Par exemple, au plus on va manger lentement, au plus on va remplir notre estomac au juste volume. Et donc on va éviter de tomber dans le piège de la surcharge ou de la frugalité. Si on mange très vite, si on mange en 2-3 minutes son assiette, eh bien voilà, on peut avoir tendance à avoir des ballonnements, à manger trop, ou au contraire à pas manger assez et à avoir faim 1-2 heures après. Donc voilà, au plus on mange lentement, au plus on va approcher la bonne quantité qu'on est capable de digérer. Je vous rappelle que je suis partisan ni de la frugalité, ni de la surcharge, je suis partisan de manger ce dont on a besoin pour être en bonne santé. Ça nécessite quand même qu'on prenne un certain temps pour manger. La mastication va également être importante puisqu'elle va broyer les aliments, commencer à les mélanger et donc in fine faciliter le travail de l'estomac, qui est principalement un travail de mélange, on va le voir tout à l'heure, et ensuite des intestins où là, c'est vraiment la digestion qui va rentrer en jeu. Donc une fois l'aliment mâché, on va l'avaler. C'est ce qu'on appelle la déglutition. Donc la déglutition,
c'est un phénomène qui est à la fois volontaire, mais qui peut aussi être réflexe. Je m'explique. On a dans la première partie de la bouche le larynx, comme je vais vous le faire afficher sur le schéma. Et dans ce larynx, on va trouver une ouverture qui s'appelle le sphincter œsophagien, qui est une ouverture qui va conduire à l'œsophage. L'œsophage qui est ce long tube qui amène les aliments de la bouche à l'estomac. Et donc ce sphincter, ce bouchon, va s'ouvrir au contact des aliments. Une fois l'aliment dans l'œsophage, celui-ci va descendre, notamment par péristaltisme. Autour de l'œsophage, on a des cellules musculaires qui vont se contracter, donc qui vont créer ce péristaltisme qui va faire descendre le bol alimentaire. Mais on est également capable de régurgiter l'aliment, le bol alimentaire qui est descendu le long de notre œsophage par mouvement réflexe. Une façon très simple de s'en rendre compte, c'est en se touchant très vivement, très brusquement la glotte. Donc petite pensée pour tous les gens bourrés qui terminent leur soirée aux toilettes et qui se font vomir. Eh bien, la technique couramment utilisée, c'est voilà, de se choper la glotte là, avec le doigt et de la boxer. Et donc tout ça, ben voilà, ça va faire remonter le bol alimentaire qui vient parfois de l'estomac et donc on va vomir. Une fois que le bol alimentaire arrive en bas de l'œsophage, on a une deuxième ouverture, un deuxième bouchon, donc un deuxième sphincter qui s'appelle le cardia. Et donc c'est le bouchon, c'est l'ouverture qui laisse passer le bol alimentaire vers l'estomac. C'est également ce sphincter qui empêche ou qui permet les reflux gastriques, c'est-à-dire les remontées acides du contenu de l'estomac qui est extrêmement acide, qui va remonter le long de l'œsophage et donc qui nous brûle. Pourquoi? Parce que l'œsophage est beaucoup plus sensible, il est sensible, contrairement à l'estomac, à l'acidité. Donc si vous avez des remontées acides, ce n'est pas parce que vous mangez trop acide, ce n'est pas parce que vous mangez du piment, de la moutarde, etc. C'est parce que vous avez un problème de cardia qui s'ouvre. Toujours au niveau de la bouche, on a donc un deuxième phénomène qui va être un phénomène de sécrétion et non pas mécanique. Cette sécrétion va être assurée par les glandes salivaires. Les deux principales sont les sous-linguales qui sont situées sous la langue, comme son nom l'indique, et les sous-maxillaires qui sont situées, comme l'indique ce schéma, à l'intérieur des joues. Donc ces glandes salivaires, elles vont sécréter à peu près 1 litre de salive par jour, qui a principalement 3 fonctions. La première, c'est d'humidifier et de lubrifier la bouche. La deuxième, c'est de protéger la cavité bucco-dentaire des bactéries. Donc la salive a des propriétés antibactériennes. Donc si vous êtes un jour dans la jungle, que vous faites mordre par une bestiole, que vous devez vous désinfecter, que vous n'avez rien à votre portée, eh bien vous vous mettez de la salive sur la plaie, vous vous sucez la plaie. Et enfin, la troisième fonction, c'est de préparer la digestion des aliments, puisque la salive va permettre de mélanger voilà, tout ce qu'on met dans la bouche et de préparer le terrain pour l'estomac. Il faut également préciser que la salive contient une mucoprotéine qui permet cette lubrification et elle contient également une enzyme qui s'appelle l'amylase salivaire et qui commence déjà à digérer uniquement la catégorie des glucides puisqu'elle va décomposer les polysaccharides en disaccharides. Voilà pour la digestion buccale. Une fois le bol alimentaire qui a passé le cardia, on arrive donc dans l'estomac. Un petit rappel, l'estomac, son volume est à peu près de 500 ml au repos. Il est constitué de muscles lisses qui peuvent se contracter. Ces contractions peuvent s'amplifier en cas de grande faim, notamment quand on a cette sensation de ventre qui creuse. Donc l'estomac va se remplir peu à peu avec le bol alimentaire qui arrive de l'œsophage. Sa fonction première est avant tout le mélange des aliments. Et ce brassage, comment est-ce qu'il va se faire? Il va se faire grâce à des contractions péristaltiques. Ces contractions péristaltiques, elles vont également chasser lentement le contenu gastrique, donc le contenu de l'estomac, vers l'intestin. Donc dans la digestion de l'estomac, il y a principalement 3 phases. La première phase est appelée phase céphalique et elle va surtout faire intervenir le système nerveux. Lorsqu'il y a présence d'un aliment dans la bouche, à la vue d'un aliment, à l'odeur d'un aliment, tout cela provoque déjà des sécrétions buccales et gastriques. Dans la bouche, je le rappelle, qu'est-ce qui va être sécrété? De l'eau, du mucus, de l'amylase salivaire. Dans l'estomac, qu'est-ce qui va être sécrété? Du mucus, de l'acide chlorhydrique et ce qu'on appelle du pepsinogène. Le mucus est sécrété pour protéger la muqueuse de l'estomac de l'acidité de l'acide chlorhydrique. Donc moi, ça me fait un petit peu rire quand j'entends dans le milieu de la naturopathie qu'il y a des aliments qui sont mucogènes, qui créent du mucus, et
Le mucus, c'est hyper important dans le bon fonctionnement de l'organisme. Le mucus protège la muqueuse de l'estomac. Si tu n'as pas de mucus, tu ne peux pas protéger tes muqueuses, quel que soit leur endroit dans le corps. Le mucus est extrêmement important, il est présent à tous les orifices, il protège des agressions, des infections, des microbes extérieurs. Il fait partie de l'homéostasie du corps. Il ne faut pas vouloir dégager tout son mucus. Évidemment, lorsqu'on est malade, lorsqu'on a des crises d'élimination, on va avoir une surproduction de mucus, puisqu'il est là également pour emprisonner les agents pathogènes, mais il ne faut pas faire la guerre au mucus. C'est tout aussi stupide que de faire la guerre au cholestérol. Le mucus a un rôle important à jouer, il faut le comprendre. Donc voilà, ça c'est dit. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase gastrique. Donc dans l'estomac, il faut savoir qu'on produit à peu près 1,5 litre d'acide chlorhydrique par jour. Cet acide chlorhydrique a plusieurs fonctions, notamment de dénaturer les aliments, de les décomposer complètement, de les mélanger, de les décomposer, pour qu'ensuite ils puissent être digérés dans l'intestin grêle. Le but, c'est également de détruire les membranes cellulaires des aliments qu'on consomme, pour avoir accès aux nutriments qui sont à l'intérieur des cellules. Elle sert également à activer la pepsinogène en pepsine. La pepsine qui est ainsi une enzyme qu'on appelle protéolytique, c'est-à-dire c'est une enzyme qui va permettre de digérer, de décomposer les protéines en acides aminés. Et enfin, le rôle de l'acide chlorhydrique est également de détruire les bactéries et tous les germes pathogènes. Donc tout ça nous permet de dire quoi? Ça nous permet de remettre un petit coup de pied au cul aux mythes qui perdurent, aux sornettes qui perdurent dans le milieu de la naturopathie, notamment sur le fameux régime acidifiant-basifiant. On n'a pas, et on ne peut pas alcaliniser le corps à travers l'alimentation, puisque la régulation, elle se fait à travers les reins et les poumons. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo physiologie sur les reins pour comprendre ça. Mais en plus qu'on ne peut pas le faire, c'est extrêmement stupide, puisqu'on le voit ici, l'acidité de l'estomac est fondamentale pour une bonne digestion. C'est d'ailleurs le problème de certaines personnes âgées qui ont un manque d'acidité gastrique et qui du coup voient leur digestion impactée. Donc c'est extrêmement stupide de vouloir alcaliniser son corps. Il y a des endroits dans le corps qui sont plus alcalins, il y a des endroits dans le corps qui sont plus acides, voire extrêmement acides comme dans l'estomac, et où ça a un rôle fondamental. Donc il n'y a pas à alcaliniser son corps, et surtout pas l'estomac, puisqu'on va impacter sa digestion si ça arrive. Et donc la troisième phase de la digestion dans l'estomac s'appelle la phase intestinale. C'est une phase où le contenu de l'estomac va passer dans l'intestin grêle, donc dans la première partie de l'intestin grêle qui s'appelle le duodénum. Au cours de cette phase, il va principalement se passer deux choses. Il va se passer ce qu'on appelle une distension gastrique et intestinale, et il va également se passer un phénomène chimique et hormonal. Tout ça va être régulé par le système nerveux central, les émotions et des hormones qui sont la gastrine, la sécrétine et la cholécystokinine, dont on va détailler le rôle juste après. Alors déjà, on va parler de la régulation nerveuse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsque le bol alimentaire, lorsque les premiers aliments arrivent dans le duodénum, on appelle ça le chyme, cette espèce de bol alimentaire, cette bouillie bien mélangée par l'estomac qui est en prédigestion, on va dire. Dans le duodénum, on a des cellules nerveuses réceptrices qui vont détecter l'arrivée du bol alimentaire. Le message va remonter au centre nerveux, au système nerveux central, et ce système nerveux central va avoir deux commandes. La première, ça va être une inhibition de la motilité gastrique. Donc, en grosso modo, on va réduire et inhiber le péristaltisme de l'estomac. Rappelez-vous, le péristaltisme de l'estomac, c'est ce qui permet au bol alimentaire de dégager de l'estomac et aller vers le duodénum. Donc au fur et à mesure que le chyme va arriver dans le duodénum, eh bien, le péristaltisme de l'estomac va réduire petit à petit. Et la deuxième commande qu'on a, c'est qu'on va avoir une contraction du pylore, qui est le passage entre l'estomac et le duodénum. Donc on a réduction du péristaltisme, fermeture du cardia, et donc tout ça va contribuer à quoi? À la vidange gastrique, donc à déplacer le bol alimentaire de l'estomac vers le duodénum complètement. La deuxième régulation qui va se faire, c'est une régulation hormonale. Lorsqu'on a des protéines et des graisses qui vont arriver dans le duodénum, ça va déclencher toute une série de réactions hormonales. Ça va notamment déclencher la sécrétion de cholécystokinine, ou CKK si vous préférez. La CKK, elle va faire quoi? Elle va déjà vider la vésicule biliaire et donc libérer ce qu'on appelle la bile. La bile, on le verra dans la prochaine vidéo, c'est ce qui va permettre de digérer notamment les graisses. La CKK va également stimuler les enzymes pancréatiques qui vont servir à digérer
les 3 macronutriments, elle va ralentir la vidange gastrique et elle va également participer à la réduction de l'appétit. La deuxième hormone qui va être sécrétée, c'est la sécrétine. Alors la sécrétine, comme la CKK, elle va stimuler les sécrétions pancréatiques, donc elle va participer, elle va augmenter la digestion de tout le chyme, mais elle va également stimuler la libération d'ions bicarbonate et d'eau. Et donc ces ions bicarbonate et cette eau, à quoi est-ce que ça va servir? Ça va servir à neutraliser l'acidité du chyme. Et oui, rappelez-vous, le chyme qui vient de l'estomac, il est hyper acide. Donc l'estomac, il est calibré pour résister à cette acidité, puisque voilà, il y a du mucus tout autour qui protège la muqueuse de l'estomac. Mais donc quand ce chyme arrive dans l'intestin grêle, eh bien, il est hyper acide, il est hyper agressif pour les muqueuses du duodénum. C'est pour ça que la sécrétine est notamment sécrétée pour neutraliser cette acidité. Donc voilà, toute cette régulation hormonale, elle a un but principal qui est de faire baisser l'acidité du chyme qui arrive dans l'intestin grêle, mais aussi de stimuler, de continuer à activer les enzymes digestives. Enfin, on a 2 hormones qui interviennent notamment dans la régulation de la faim, qui sont la gréline et la leptine. La gréline est une hormone produite par les cellules du tractus gastro-intestinal et vont stimuler l'appétit. Au plus vous jeûnez, au plus vous allez fabriquer de gréline, au plus vous allez avoir faim. Et inversement, on a la leptine qui est l'hormone de la satiété, si on peut dire. Et donc, cette leptine, elle va être fabriquée par les cellules du tissu adipeux. Au plus vous mangez, au plus vous fabriquez de leptine, au moins vous avez faim et donc au plus vous vous sentez repu. Et ce qui est important de noter, c'est que, je vous l'ai dit, la leptine, elle est fabriquée par les cellules du tissu adipeux, les cellules des graisses. Donc si vous avez un tissu gras de mauvaise qualité, si vous avez un taux de masse grasse trop faible ou trop élevé, ça peut engendrer un dysfonctionnement de ce processus de fabrication de leptine. Je me souviens, il y avait un reportage d'Arte très intéressant sur le cholestérol ou le tissu adipeux qui montrait qu'il y avait des personnes qui avaient des maladies génétiques qui touchaient justement à cette fabrication de leptine et dont le circuit de satiété, cette hormone était complètement défaillante. Donc c'est très important voilà, de noter ça, c'est que voilà, le gras n'est pas un ennemi, les cellules du tissu adipeux ont des rôles très importants dans le corps et notamment celui de la fabrication de la leptine. Donc voilà, on s'arrête là pour cette vidéo et on continuera la partie 2, on parlera de tout ce qui va se passer dans l'intestin grêle et dans le côlon. Et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. A plus!